Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver comme chaque jour pour votre journal de 13h. C'est donc l'image du jour. Regardez, Donald Trump qui revendique sa victoire à l'élection présidentielle américaine. C'était tôt ce matin et depuis, eh bien, c'est confirmé, il a remporté le scrutin haut la main, devenant officiellement le 47e président des États-Unis. C'est donc un coup de tonnerre. 4 ans après sa défaite contre Joe Biden, Donald Trump revient à la Maison-Blanche. Personne ne s'attendait à une victoire si large, on va s'y arrêter longuement. D'abord Peggy Mogé avec sur place Maryse Burgot et Thomas Donzel. C'était il y a un peu plus d'une heure. La chaîne de télévision américaine CNN met fin au suspense. On peut maintenant vous annoncer le gagnant de la course présidentielle. C'est officiel, Donald Trump a été élu président. Donald Trump, officiellement 47e président des États-Unis. Le candidat républicain n'a pas attendu ses résultats définitifs pour se présenter devant ses milliers de partisans. À ses côtés, son épouse, ses enfants. Il est 2 heures du matin aux États-Unis. Le milliardaire revendique déjà sa victoire. Nous avons surmonté des obstacles que personne n'aurait cru possibles. C'est clair, nous avons réalisé l'événement politique le plus incroyable. Regardez ce qui s'est passé. C'est fou. Les Américains nous ont donné un pouvoir sans précédent, un mandat incroyable. Devant son quartier général de Floride, ses électeurs savourent l'issue d'un scrutin annoncé comme le plus indécis de l'histoire du pays. Oh mon Dieu, je suis tellement excité, tellement excité. C'est ce qu'on voulait. Je me sens bien. On a enfin sauvé notre pays et on va sauver le monde. Je suis prête au changement. On va commencer ici et maintenant. Et on se recentre enfin sur notre pays. Une soirée électorale minutieusement orchestrée par l'équipe de Donald Trump. Un dîner d'abord avec son plus fidèle et principal donateur, Elon Musk. Puis cette photo prise par le fils du candidat, Donald Trump répète consciencieusement dans la pénombre son discours. La nuit américaine parfaite pour les républicains. Les États basculent les uns après les autres dans leur camp, faisant peu à peu vaciller les supporters de Kamala Harris. De l'espoir au doute, puis c'est la désillusion. Largement devancée, la candidate démocrate ne se montrera pas ce soir, vient annoncer son porte-parole. Nous nous battrons toute la nuit pour nous assurer que chaque vote a été compté. Les jeux sont faits, ils le redoutent. Les partisans de Kamala Harris quittent les lieux. Il n'y aura pas de grande fête ici ce soir. Au quartier général de Donald Trump, on a continué à danser toute la nuit. Et on le répète, c'est donc une victoire nette de Donald Trump qui se profile et une défaite sévère pour Kamala Harris. Elle n'a toujours pas pris la parole d'ailleurs. Signe de cette désillusion énorme, à New York, qui est un bastion démocrate, elle réalise le pire score depuis plus de 30 ans. Mathieu Boisseau avec Camille Gutin et Stéphane Guillemot. Les bureaux de vote n'étaient pas encore fermés hier soir. Rien n'était joué. C'était le temps des sourires pour Kamala Harris. La candidate appelle elle-même des électeurs pour afficher sa confiance et mobiliser jusqu'au bout. Bonjour Caroline. Comment allez-vous? On a plein de jeunes gens ici qui appellent nos concitoyens partout dans le pays. Mais au fil des heures et des décomptes des voix, la sérénité quitte le camp démocrate. Visage crispé dans ce bar de Washington, entièrement acquis à la cause de Kamala Harris. Les États clés tombent tous dans la poche de Donald Trump. C'est encore possible de gagner mathématiquement, mais rien ne va dans le bon sens pour l'instant. Moi, je suis très inquiète que beaucoup de gens n'aient pas osé voter selon leurs convictions. Dépités, les militants finissent par quitter le quartier général où était prévu le discours de victoire. Mélange de colère et d'incompréhension. Je viens de voir que l'État de Géorgie où je vis a été remporté par les républicains. Ça me rend tellement triste.
Surtout quand je vois ce que l'administration Trump propose en matière de loi. Trump a provoqué l'assaut contre le Capitole. C'est un criminel coupable de 34 chefs d'accusation. Il devrait être en prison. Kamala Harris avait remplacé Joe Biden cet été dans la course à la Maison-Blanche. L'espoir était revenu chez les démocrates. Immense, comme l'est désormais la déception après cette défaite. Et voici donc les derniers résultats qui nous parviennent des États-Unis. Donald Trump a déjà remporté 277 grands électeurs contre 224. C'est mieux si les chiffres, on ne les verra pas pour Kamala Harris. On le rappelle que pour être élu président, il en faut 270. Alors, comment expliquer un tel raz-de-marée pour Donald Trump? Il a enchaîné les victoires dans les fameux États pivots. C'est un retour jamais vu depuis 1892 pour un ancien président américain, lui qui a été victime de tentatives d'assassinat. Il a été pointé du doigt aussi pour sa responsabilité lors de l'assaut du Capitole. Eh bien, il est là. Il réalise donc un comeback inédit. Claire Vérov nous raconte avec Stéphanie Pérez et Raphaël Durosel. Sur les écrans de ce bar en Pennsylvanie, pas de sport. C'est sur un autre duel que sont braqués les yeux des clients. Ils savent que le destin de l'Amérique se joue en grande partie dans leur État et voient en direct une vague rouge déferler sur le pays. Donald Trump a déjà gagné la Caroline du Nord, un champ de bataille crucial. Il est minuit et demi. Et maintenant, le Wisconsin penche républicain. L'un après l'autre, les États clés sont raflés par Donald Trump. Les républicains et Donald Trump sont en train de passer une très bonne nuit. Il remporte même la Pennsylvanie, jusque-là démocrate, un électorat séduit par son slogan « L'Amérique d'abord ». On a voté Trump parce qu'il soutient les anciens militaires et il veut fermer les frontières. C'est ce dont on a besoin. C'est très simple. C'est le peuple qui choisit. Donald Trump, c'est donc le choix des Américains. Et parmi eux, les communautés latino et afro-américaines, pourtant historiquement démocrates. Mais le milliardaire républicain aurait réussi à leur parler, selon son ancien conseiller de campagne. Donald Trump a gagné ses votes parce qu'il parle de criminalité, il parle d'économie. Il n'est peut-être pas le messager parfait, mais le message résonne. Les derniers sondages avaient pourtant donné Kamala Harris gagnante d'une courte tête. Mais il restait une inconnue. Qui irait réellement voter? En Géorgie, ces démocrates déconfits s'interrogent sur la mobilisation de leur électorat. Plusieurs personnes aujourd'hui m'ont dit qu'elles n'avaient pas l'intention de voter. Et ça me brise le cœur. Au moins 71 millions d'électeurs américains ont voté Donald Trump. Le dépouillement total n'est pas encore terminé. Bonjour Maryse Burgot, vous êtes en direct du QG de Donald Trump en Floride, à West Palm Beach, où le futur président est entouré de sa famille, de ses proches. Il est, je crois, un peu plus de 7 heures du matin chez vous. Et on s'attend évidemment à une ambiance survoltée pour fêter cette victoire. Oui, alors là, le pays se réveille, hein, vous l'avez dit, il est 7 heures du matin, mais quelle liesse cette nuit dans ces rues de West Palm Beach et quelle liesse aussi à l'intérieur de ce centre du Congrès où Donald Trump est arrivé sous les hurrahs de la foule. Alors, il a d'abord parlé de son épouse, Melania Trump, et il a étrangement parlé de l'immense succès de son livre, puisque ce livre est numéro 1 des ventes aux États-Unis. C'est une autobiographie. Eh bien, Donald Trump parle d'affaires, même en ce moment très solennel où il est venu revendiquer sa victoire. Il a d'ailleurs aussi parlé d'Elon Musk, son grand ami, multimilliardaire, patron de Tesla et de SpaceX, qui l'a soutenu pendant toute sa campagne électorale. Donald Trump a dit qu'il serait un proche de son administration, qu'il ferait partie de son administration. Alors ça, ce n'est évidemment pas pour tout de suite, parce qu'il y a d'abord la certification des résultats de ces élections. Ce sera le 6 janvier prochain. Et puis ensuite la cérémonie d'investiture. Et ça, c'est seulement le 20 janvier. Merci Maryse. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'action de Tesla, le groupe d'Elon Musk, s'envole de plus de 10% en bourse. Alors, quelles seront ses premières décisions? Il prendra, on l'a dit officiellement, ses fonctions en janvier. Il a fait campagne en répétant une petite phrase. « Je résoudrai vos problèmes. I will fix it », comme l'on dit en anglais. Exemple, la guerre en Ukraine. « Avec moi, c'est réglé en une journée », disait-il. Marc de Chaleron. C'est le slogan qui s'affichait encore il y a quelques heures sur son pupitre. Quand Donald Trump revendiquait la victoire, « I will fix it », je vais réparer ça. Des mots qu'il n'a cessé de répéter durant toute la fin de sa campagne.
On va réparer ça. Je vais réparer ça très rapidement. Donald Trump dresse systématiquement le portrait d'un pays cassé et s'engage à le remettre en état très rapidement avec son style, souvent excessif. Nous allons réparer nos frontières. Nous allons réparer les problèmes de notre pays. Premier enjeu identifié, martelé tout au long de sa campagne, l'immigration responsable selon lui d'une insécurité généralisée, souvent même fantasmée. Dans la ville de Springfield, les migrants mangent des chiens, ils mangent des chats. L'information est totalement infondée, mais peu importe, le problème est posé et sa solution est à la fois simple et radicale. Dès le premier jour, je ferme la frontière. Et ensuite, on expulse, on expulse, on expulse. Le candidat promet une expulsion de masse de tous les immigrants illégaux aux États-Unis, estimée à 11 millions de personnes. Deuxième problème, la guerre en Ukraine, qui déstabilise le monde depuis plus de 2 ans. Un conflit qui, selon Donald Trump, n'aurait jamais commencé s'il avait été au pouvoir. Si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. La Russie n'aurait jamais attaqué l'Ukraine. Donald Trump, qui ne cache pas sa sympathie pour Vladimir Poutine, menace de couper l'aide militaire à l'Ukraine et surtout s'engage à mettre fin à cette guerre au plus vite. On va arrêter cette guerre. Je vais essayer et je pense que je peux le faire dès que je serai élu, avant même de m'installer à la Maison-Blanche. Pour ce qui est de l'économie, enfin, Donald Trump a la recette et elle a le mérite d'être simple, elle aussi. Une baisse des impôts généralisée pour les Américains et un protectionnisme considérablement renforcé. Pour moi, le plus beau mot du dictionnaire, c'est « droit de douane ». Comme une formule magique, Donald Trump veut imposer une taxe minimale de 10 à 20% sur tous les produits importés aux États-Unis. Et on vous retrouve Diane Schlinger. Bonjour Diane, en direct de Washington. Donald Trump va donc retrouver la Maison-Blanche pour les 4 ans à venir. Il a 78 ans et il aura les mains libres car en plus, il a la majorité au Sénat. Oui, tout à fait. C'est une victoire écrasante et même historique pour Donald Trump. Historique parce que c'est seulement le 2e président américain de l'histoire à réussir à faire 2 mandats non consécutifs. Le dernier, c'était au 19e siècle. Cela date un petit peu. Pour Donald Trump, c'est donc un comeback retentissant. Car non seulement il devient président assez largement, mais son parti l'emporte aussi pour le Sénat et est en voie de gagner la Chambre des représentants. Il va donc pouvoir gouverner avec quasiment les pleins pouvoirs, comme en 2016 et même davantage, puisque cette fois-ci, la Cour suprême est aussi acquise à sa cause avec 6 juges conservateurs sur 9. Une situation politique qui, il l'espère, lui permettra d'échapper aux nombreuses poursuites judiciaires qui le menacent toujours. Merci Diane pour ces précisions. Et c'est donc le président Emmanuel Macron qui lui a adressé en premier ses félicitations, avant même la victoire officielle, se disant prêt à travailler ensemble, comme nous avons su le faire durant 4 années. Voici ce qu'il a écrit. Alors justement, quelle sera la relation entre nos 2 pays, entre Emmanuel Macron et Donald Trump? Toutes les réponses avec Julien Nény. Ces 2-là vont pouvoir à nouveau se serrer la main. Ce matin, Emmanuel Macron a été le premier chef d'État étranger à reconnaître la victoire de Donald Trump. Félicitations, président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition pour plus de paix et de prospérité. Pourtant, entre les présidents français et américains, les relations pendant 4 ans ont été pour le moins mouvementées. Tout avait bien commencé en juillet 2017. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche est l'invité d'honneur du président Macron fraîchement élu. Tape dans le dos, regard complice. En assistant au défilé du 14 juillet, les 2 hommes affichent une entente naissante et partagent même avec leurs épouses un spectaculaire dîner au premier étage de la Tour Eiffel. Mais derrière les apparences cordiales, de profondes divergences apparaissent sur plusieurs dossiers majeurs. Retrait américain de l'accord sur le climat, désaccord sur le nucléaire iranien. Symbole de ces fractures, pendant une visite d'État à Washington, Emmanuel Macron offre à son homologue cet arbre censé illustrer l'amitié entre les 2 pays. Le petit chêne mourra à peine un an plus tard. Depuis, les relations entre les 2 hommes n'ont cessé de se dégrader. Alors pendant sa campagne cette année, Donald Trump a fait du président français un sujet de moquerie dans son style bien à lui.
Macron, vous connaissez Macron? C'est un type très sympa. J'ai dit Emmanuel, ça va? Il m'a dit ça va. J'ai dit, j'ai entendu que tu allais taxer les entreprises américaines à 25%. J'ai répondu, si tu fais ça, je vais taxer à 100% tous tes vins et tous tes champagnes. Non, ok Donald, je vais pas faire ça. Ça s'est terminé comme ça. Les deux hommes parviendront-ils désormais à s'entendre à nouveau? Droits de douane donc, mais aussi Ukraine, OTAN ou Chine. Les dossiers qui fâchent ne manquent pas d'ici 2027. Alors justement, c'est l'une des grandes questions. Quelles conséquences aura cette réélection de Donald Trump sur notre quotidien? Cette élection, les viticulteurs s'inquiètent déjà d'une possible hausse des taxes sur le vin ou encore les spiritueux. Donald Trump l'avait déjà fait en 2019 dans le Bordelais. Notamment, tous redoutent l'impact pour leur activité. Maëva Damo avec nos correspondants Barbara Six et Thierry Breton. Bastien Mercier a repris le domaine familial il y a 2 ans. Aujourd'hui, avec le retour de Donald Trump au pouvoir, le vigneron est pessimiste pour l'avenir. On s'adaptera comme on le fait déjà depuis quelques années. On prendra les gifles les unes après les autres, on essaiera de s'en sortir. Certains couleront, certains remonteront. Mais aujourd'hui, on subit. Sa crainte, l'instauration d'une nouvelle taxe Trump à l'export du vin, comme en 2019 et en 2021. Des droits de douane supplémentaires pour que les bouteilles arrivent outre-Atlantique. Quand il monte dans son tracteur américain, le trentenaire est plus que jamais amer. Si on joue le jeu à avoir du matériel qui vient des États-Unis et qu'eux ne jouent pas le jeu à prendre du vin français, ça va être compliqué, ça ne peut pas marcher que dans un sens. Avant sa suppression par le président sortant Joe Biden, la taxe Trump sur le vin a occasionné de lourdes pertes pour la filière viticole française. 500 millions d'euros. Cette réélection, c'est une épée de Damoclès pour ce négociant en vin de Bordeaux qui réalise 30% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Je vais être très franc avec vous, les États-Unis sont indispensables. Donc ce serait effectivement très problématique qu'on se retrouve avec cette nouvelle barrière. Mais je le répète, moi, tentons de voir quand même. C'est pas fait. Les premières taxes Trump s'élevaient à 25%. Des sanctions brandies par le républicain en représailles après chaque différend commercial avec le gouvernement français. Et à noter enfin, pour être complet, que les marchés financiers réagissent plutôt favorablement à cette élection de Donald Trump avec une hausse des indices. Et à noter le record atteint par le Bitcoin au-dessus de la barre des 75 000 euros. Pourquoi? Car pendant la campagne, il a indiqué vouloir faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. À Marseille maintenant, c'est demain que débutera le très attendu procès de l'effondrement des 2 immeubles de la rue d'Aubagne qui avait fait 8 morts. Hier, nous évoquions l'immense émotion lors de l'hommage rendu aux victimes. 8 minutes de silence ont été observées. Noémie Dahan avec Alexandre Lépiné. C'est un pèlerinage douloureux. Un voyage depuis Paris qu'elle fait chaque année. Il y a 6 ans, Liliana Lalonde a perdu son fils Julien dans l'effondrement de son immeuble de la rue d'Aubagne. Dès que je peux, j'ai la possibilité de me rendre à Marseille. Je passe une journée. La première chose que je fais, c'est de me rendre ici à la Dent Creuse, puisque c'est là où la vie de mon fils s'est arrêtée. Donc pour moi, c'est symbolique. Julien Lalonde avait 30 ans. Il vivait avec ses voisins au numéro 65 de la rue. Le 5 novembre 2018, à 9h05, son immeuble et celui d'à côté s'effondrent. 8 personnes meurent sous les décombres. Des bâtiments vétustes, mal entretenus par leurs propriétaires, dans un quartier populaire de Marseille. 6 ans après, l'émotion reste intacte. Comme Liliana Lalonde, d'autres mères de victimes sont venues rendre hommage à leurs enfants disparus, comme celle de Simona Carpignano, venue d'Italie. Pour nous, ce bâtiment est encore plein de décombres. Ce qui s'est passé, c'est scandaleux et puis surtout, c'est pas fini, quoi. À Marseille, 1300 immeubles sont toujours frappés d'un arrêté de péril. Demain s'ouvrira le procès du drame de la rue d'Aubagne, très attendu par les familles des victimes. Je veux donner un sens à la mort de mon fils. Je veux que ça serve, cette vie, pour dénoncer, pour crier très fort qu'il avait le droit de vivre comme les autres victimes. Il avait le droit de vivre dans un lieu digne. 16 prévenus comparaîtront devant la justice pour tenter d'établir les responsabilités de ce drame qui a bouleversé Marseille.
Il risque entre 5 et 10 ans de prison. Ce procès hors norme va durer jusqu'au 18 décembre prochain. Les suites de l'enquête sur le meurtre de la jeune Philippine. On a appris que le meurtrier présumé a été remis aux autorités françaises ce jour. Cela s'est déroulé à Annemasse, en Haute-Savoie, à la frontière suisse, où il était détenu depuis son arrestation. Il est donc soupçonné d'avoir tué la jeune étudiante dans le bois de Boulogne, qui avait été retrouvée le 21 septembre dernier. Autre actualité du jour, la situation en Espagne, où une chaîne assez incroyable de solidarité est en train de se mettre en place. Hier, le gouvernement a annoncé débloquer plus de 10,5 milliards d'euros pour venir en aide aux sinistrés à Saint-Sébastien ou encore en Charente, en France. Des centaines de bénévoles s'activent pour acheminer vêtements et produits de première nécessité. Les explications avec Anne-Christine Roth et nos équipes en région. Le stade de Saint-Sébastien au Pays Basque espagnol s'est transformé en véritable fourmilière. Des dizaines de volontaires s'activent pour trier, ranger, mettre en carton tous les dons qui affluent ici. Le mythique club de foot a mis à disposition sa logistique au profit des sinistrés de la région de Valence. Des salariés, des supporters et même des joueuses sont venus prêter main forte. Je pense qu'on peut tous apporter une aide aux victimes. Il y a beaucoup de dons, des vêtements, de la nourriture. Il faut du monde pour trier tout cela. La générosité est telle que le site ne peut plus accueillir de nouveaux dons pour l'instant. Les commerçants de la ville se sont eux aussi organisés pour collecter et transporter des vivres et du matériel indispensable pour nettoyer la boue. Des râteaux, des seaux, des raclettes pour dégager l'eau. C'est ce qu'on nous demande en priorité. L'idéal serait d'en remplir tout un camion. Solidarité en Espagne et aussi en France. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Près d'Angoulême, ce gérant d'un magasin de carrelage a lancé un appel aux dons. Depuis 20 ans, il travaille avec des entreprises de la région de Valence. Alors, il n'a pas hésité. C'est tellement simple pour nous d'envoyer des dons, avec la logistique que l'on a, avec les poids lourds, les transporteurs, que le jeudi soir, même si c'était férié, j'ai appelé mon transporteur en disant « Est-ce qu'on fait des camions pour descendre ?» Elle m'a dit « On y va ». Appel largement entendu. Un camion de 24 tonnes partira aujourd'hui pour les villes sinistrées. Un deuxième est prévu en fin de semaine. Et ces terribles intempéries qu'a connues l'Espagne fait craindre une pénurie de fruits et légumes dans les jours à venir, car le pays en est le premier exportateur en Europe. Alors c'est l'inquiétude en ce moment chez les grossistes, notamment en France, comme l'ont constaté nos correspondantes Véronique Gaglione et Christelle Chabot à Perpignan. Sur les étals, ces clémentines espagnoles ont été cueillies avant les inondations. Déjà chères en début de saison, à 6,50 €. Et merci bien, et passez une agréable journée. Eugène Joly fait les marchés depuis 25 ans. Ah, c'est doux. Hein, c'est bon ? C'est doux. Voilà. Et il s'attend déjà à de mauvaises surprises sur les agrumes. C'est produit phare, ça. Les clémentines, c'est toute la saison. Maintenant, ça commence maintenant. Et on en a jusqu'à mois d'avril, quoi. Après, on a ça qui Israël, tout ça. Mais là, pour l'instant, là, on ne sait pas. Hein, ouais. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ben, on en aura moins, sûrement, et plus cher. Et vous Non. achèterez quand même ? Bien sûr, c'est normal. Pourquoi ? Avec ce qui leur arrive, on est obligé de suivre le... Par solidarité ? Bien sûr, c'est normal. L'inquiétude vient de là, en Espagne, où certaines productions sont complètement noyées. Et le changement se voit déjà ici, au marché de Gros. Depuis les inondations, il y a pratiquement 3 fois moins de camions qui arrivent de Valence vers cette coopérative à Perpignan. Aujourd'hui, on n'a pas réussi encore à rentrer dans tous les champs pour continuer avec la récolte. Nous avons des camions qui sont bloqués sur des zones inondées. Et quand le trafic routier va reprendre, la production ne sera probablement pas au rendez-vous, très impactée déjà par les pluies. Je trouve qu'elle pourrisse un peu plus vite. Il y a beaucoup de taches d'eau par rapport à l'eau, mais bon. 20 000 agriculteurs espagnols travaillent pour cette coopérative, dont 5 000 dans la région de Valence. Ceux-là auront du mal à récolter. Normalement, à l'époque où on doit avoir l'entrepôt quasiment plein. Aujourd'hui, on arrive avec 3 fois, 4 fois moins de clémentines qu'on pourrait avoir en temps normal à cette période-là. 80% des kakis viennent de zones inondées. La suite de la saison sera compliquée, là aussi. Il faudra surveiller ce qui arrive dans les jours à venir. En Espagne, il est encore trop tôt pour chiffrer les pertes en fruits et légumes, mais aussi en matériel, locaux et infrastructures.
Dans votre trésor, on vous parle aussi aujourd'hui de l'inquiétude des artisans de la filière hippique. Ils s'inquiètent de l'instauration d'une nouvelle taxe voulue par le gouvernement sur les paris sportifs. Maréchal Ferrand, éleveurs et entraîneurs redoutent les conséquences économiques sur leur métier. Ce serait terrible, disent-ils. Dans la Sarthe, on les a suivis avec Charles Lemercier et Benjamin Bonte. Jonathan Jugé est éleveur et propriétaire de trotteurs. Il vit avant tout de son activité de maréchal ferrant, mais si la taxe sur les paris hippiques était votée, il devrait vendre ses chevaux et dire au revoir à sa passion. L'objectif, il n'est pas d'en finir riche, mais que ça s'autofinance. Aujourd'hui, c'est juste. Si je ne ferre pas, c'est juste. Pourtant, on a des résultats, on a des très bons résultats et ça ne suffit pas. Donc si ça baisse, c'est impossible de continuer. Guillaume Jouve est lui aussi très inquiet. Ce jeune entraîneur a fait de gros investissements. Il est en début de carrière. Ça fait 2 ans qu'on a acheté ici. Du coup, nous on est jeunes, alors on a pour un petit moment. Alors c'est vrai que ça fait peur quand même. On est un peu dans le doute, on ne sait pas trop. Puis on entend un peu de tout. Déjà qu'on a perdu gros de propriétaires. Je pense qu'à ce niveau-là, à notre niveau, je pense que c'est peut-être même... on est plus impacté que les plus gros, je pense, c'est sûr. Le ministre du Budget s'est dit favorable à un sous-amendement pour exclure les paris hippiques de la taxe sur les jeux d'argent. Mais tant que rien n'est voté, les professionnels préfèrent rester prudents. L'augmentation de la taxe prévue priverait la filière de 20 à 50 millions d'euros de recettes. Les paris engagés chaque jour financent toute une filière, des milliers d'emplois, 230 hippodromes en France. On a une animation du territoire grâce aux parieurs. Il faut le rappeler. Des centaines d'entraîneurs, d'éleveurs et de jockeys, des parieurs peut-être, iront manifester jeudi à Paris. Une journée noire sans aucune course hippique, soit un manque à gagner de 2 millions d'euros pour le PMU. On part en Corse maintenant, où c'est l'effervescence à quelques semaines d'une visite historique, celle du pape François. La demande officielle du Vatican a été formulée, cette fois ça y est. La date retenue est celle du 15 décembre. C'est une première, jamais un pape n'avait foulé le sol corse. Alors évidemment, sur place, tout est déjà complet ou presque, comme nous l'explique Audrey Richy avec Raymond Chaplard. C'est une nouvelle qui étonne autant qu'elle réjouit les habitants de l'île de Beauté. Le pape François a officiellement demandé à venir en Corse, à Ajaccio, le 15 décembre prochain. Je suis assez surprise, mais pourquoi pas. Je suppose que ça va faire venir du monde et qu'il y aura des gens contents. C'est la première fois qu'il vient en Corse, puis les gens sont quand même très croyants en Corse. Le côté religieux va revenir encore plus en Corse, et le fait qu'ils viennent justement à Ajaccio, c'est un très très bon point pour la ville. Ajaccio, où la cathédrale semble un peu petite pour accueillir un tel événement qui s'explique sans doute par la proximité du pape François avec l'évêque de Corse, le cardinal Bustillo. Les fidèles croisés ce matin ne veulent surtout pas manquer la messe en public du souverain pontife. Si je peux passer, parce que je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde. Mais vous avez envie de le voir? Oui, voilà, comme tout le monde, je pense, c'est quand même un événement. C'est inespéré. Inespéré. On va parler de la Corse un petit peu mieux que jusqu'à présent, déjà. Hein. Et puis, non, ça sera très bien. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont en effet attendues pour la venue du pape, qui devrait aussi offrir de belles retombées économiques à la ville. Cet hôtel a déjà été réquisitionné par les cardinaux, mais dans tous les établissements ajacciens, les réservations affluent à une période de l'année plutôt creuse habituellement. On va rouvrir des hôtels saisonniers. Moi j'ai un hôtel de 500 chambres, on va le rouvrir, on va ouvrir d'autres hôtels et on fera de telle sorte qu'on arrive à accueillir tout le monde. Ça va permettre de développer un tourisme d'arrière-saison, voire hivernal. Le Vatican devrait confirmer officiellement la venue du pape François mi-novembre. Les autorités françaises auront alors 1 mois pour organiser ce voyage officiel. Et on suivra ça évidemment dans votre trésor, ce sera l'événement. Une douceur locale au programme dans votre trésor en France. Connaissez-vous le douillon? C'est un dessert de saison, un grand classique du pays de Caux en Normandie qui est à base de pommes. C'est une tradition du côté de Fécamp où une boulangerie en prépare chaque année des centaines. C'est un dessert, vous allez le voir, très particulier. Et si vous ne connaissez pas, regardez, Madeleine Lepage et Élodie Do Nascimento nous en dévoilent tous les secrets. Une pâte feuilletée dorée, avec à l'intérieur une poire sucrée et fondante. Voici le douillon de Fécamp. Un plaisir d'automne dont raffolent les clients de cette boulangerie. Ah oui, formidable. Vous adorez ça? Ah oui, oui. Oui, avec mes parents, mes grands-parents, ils faisaient des douillons à la campagne. La particularité de cette pâtisserie traditionnelle, c'est d'abord son fruit. Alors ça, c'est les poires de coque. Typique de la région.
Les anciens appellent ça les pédécos. C'est une poire qui ne peut pas être mangée crue. Elle est pas bonne ? C'est dur. On appelle ça poire de coq parce que les coqs et les poules, en fait, venaient se nourrir des fruits qui étaient tombés. Sébastien Audierne prépare les douillons depuis 25 ans, comme les anciens propriétaires avant lui. Le secret de fabrication, c'est une bonne pâte feuilletée. Ah, c'est le principal, ouais. Il faut bien respecter les temps de repos entre chaque pliage. Les poires sont ensuite enveloppées dans la pâte. Bien soudé en dessous de chaque bord, chaque côté. Donc il ne faut pas trop l'avoir longtemps dans la main. Autrement, le beurre, il fond. Et si le beurre fond, la pâte ne va pas feuilleter. Un chapeau pour la déco avant d'enfourner. Le douillon se prépare aussi bien avec des pommes qu'avec des poires. Ailleurs en Normandie, on cuit même les fruits dans du vin. Le feuilletage est bien doré, donc là on va pouvoir les sortir. Après 1h30 de cuisson, le douillon est prêt à être dégusté. Vous voyez là, après cuisson, elle est toute rose. Avec ceci, 2 douillons. À l'automne, Stéphanie peut en vendre des centaines. C'est un rendez-vous en fait annuel. Les gens, ils attendent le douillon, clairement. Donc c'est ancré dans nos traditions. Donc on perpétue la tradition en fait du pays de Caux. Avis aux amateurs, il ne reste que quelques jours pour déguster cet incontournable de la région. Des pommes et surtout des poires, donc vous l'aurez compris. Votre trésor découverte, toujours dans les Flandres, à la rencontre de ces passionnés qui font vivre ce beau territoire, réputé pour ses auberges typiques et gourmandes, les estaminets, mais aussi pour sa bière. Claire Colnet est notre guide du jour avec Valentin Cruard et Clément Jean-Pierre. Quoi de mieux après une matinée de randonnée ? Une grande tablée entre copains et une bonne bière pour trinquer. S'il fallait résumer l'esprit des Flandres en un endroit, ce serait sans doute celui-ci. Un estaminet. Un estaminet, à la base, c'est un endroit populaire où on pouvait se restaurer, boire un verre, dans une ambiance typiquement flamande, la décoration d'une maison flamande. Et les tables sont faites pour être assez proches et pour favoriser la convivialité entre les gens. La convivialité, voilà le maître mot du lieu. Qu'est-ce que tu vas prendre ? La potchevlèche. La potchevlèche, ok. Nos randonneurs se lancent dans un concours de prononciation. Sur la carte, un plat leur donne du fil à retordre. T-J-E, V-L, 2-E, S-C-H. Ouais. Finalement, c'est pas si compliqué. C'est flamand. Comment vous dites-vous ? Potchevlèche. Potchevlèche. C'est vrai que c'est pas facile. Potchevlèche. Potchevlèche. Et ce potchevlèche, donc, le voici. Une spécialité flamande incontournable. Christine, t'as bien quoi ? C'est froid. Potchevlèche en flamand, déjà, ça veut dire petit pot de viande. Donc, c'est 4 viandes blanches cuites en terrine. Donc, lapin, poulet, porc, veau. Et après, c'est servi froid en gelée. Le bonheur, une bonne rando, un potchevlèche, une bonne bière. Si c'était ça le bonheur. Mais les estaminets ont encore plus à offrir. Petite partie. À la disposition des convives, ces vieux jeux de bois flamands. Aucune règle n'est écrite. Comment ça marche ? C'est bon, ça. On ne sait pas du tout. En fait, je crois qu'il faut mettre là. Alors on improvise. C'est la détente, c'est convivial. Voilà, donc, la simplicité. Voilà. Partout en Flandre, cette même culture de la convivialité, ce sens de l'accueil, de la fête et ce plaisir de se retrouver. Un produit symbolise à lui seul cet état d'esprit. Plus qu'une boisson, une institution. La bière des Pays-Bas français. Exactement. Au Festival de la bière artisanale, nous retrouvons Riquier Thévenin, notre producteur de houblon. Pour lui, cet événement, c'est l'occasion de retrouver ses collègues et de tester les dernières nouveautés. Un petit côté vert, ouais. Genre un mini poivre, non, même pas. Ah, c'est la mise étoilée. C'est vraiment léger, ouais. C'est léger. Hein. Ouais. Et cette nouvelle bière, justement, a été brassée avec son houblon. Boire une bière avec mon houblon, et quand elle est réussie, c'est vrai que c'est un sentiment de dire que on apporte quelque chose à une filière, à un territoire, qu'on a sa place. Ça fait vraiment plaisir, et j'ai un autre plaisir à déguster une bière. Ah voilà. Houblonnier, brasseur. Une Marika blonde pour la lutte. Tous se retrouvent surtout
pour trinquer. Allez, à la vôtre. Dans le plus pur esprit flamand. Et ouais. Il y a toute une histoire derrière une bière en fait. Il y a des gens, il y a une âme presque, je dirais. Voilà, on est plein d'acteurs et on contribue tous à un maximum pour essayer de faire plaisir aux gens. Cette générosité, on la retrouve partout en Flandre, y compris dans les rapports au travail. Dans le restaurant étoilé de Florent Laden, pas de hiérarchie stricte, ni de vouvoiement. À l'heure du repas de service, les prunes viennent de ta maman. les cuisiniers parlent de leur vie, Alors en gros, ton chien comment il va? de football. Le dernier du classement, il porte le maillot de l'équipe adverse. Chacun travaille 4 jours par semaine, pas plus, dans une ambiance détendue, presque familiale. Il n'y a pas cette histoire de hiérarchie, on ne parle pas de brigade chez nous, c'est très convivial, l'ambiance est très chouette. En Flandre, la solidarité a toujours été très importante et je pense que pour bien travailler, il faut travailler, être heureux et pas fatigué. Parce qu'on travaille ensemble, en fait, c'est un réel métier d'équipe et vu que je ne suis pas toujours là, j'ai besoin de gens qui sont impliqués, qui aillent dans ma direction. Un esprit de partage que l'on retrouve aussi de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Ou comme nous le verrons demain, d'autres Flamands ont beaucoup en commun avec leurs cousins français. Et on passe au Trésor Cinéma, comme chaque mercredi, avec le film épatant Here, qui sort aujourd'hui sur les écrans, avec Tom Hanks, et réalisé par le réalisateur de Retour vers le futur, ou encore Forrest Gump, Robert Zemeckis. Ce qui est épatant, c'est que les acteurs traversent les époques grâce à un procédé d'intelligence artificielle vraiment bluffant. On vous explique tout avec Mathilde Collet, Sabine Gordy et François Desraux. Je te présente Margaret. Enchanté, Margaret. Tom Hanks, avec un visage de jeune premier. Il a pourtant tourné ses scènes l'an dernier, à l'âge de 68 ans. Non, s'il te plaît, reste. De la science-fiction, non, mais la révolution de l'intelligence artificielle. C'est fou ce que le temps file vite. Hein. C'est fou, oui. Un film expérimental signé Robert Zemeckis. Toute l'histoire se déroule dans une même pièce à travers les époques. Et l'intelligence artificielle a permis de recréer le visage des acteurs à tous les âges. Première fois que cette technologie joue un rôle aussi central au cinéma. Le procédé fonctionne grâce à des ordinateurs qui peuvent parcourir Internet, rassembler toutes les images et créer précisément un maquillage numérique pour donner aux personnages l'âge qu'on souhaite qu'ils aient. Un projet ambitieux à l'image de son réalisateur, Robert Zemeckis, toujours à la pointe des effets visuels, avec Retour vers le futur en 1985 déjà, puis avec Forrest Gump, il crée l'illusion d'une rencontre entre Kennedy et Tom Hanks. Aujourd'hui, sa nouvelle prouesse technique convaincra-t-elle le public? Quand il a tourné cette scène, il avait 68 ans. Je vous crois pas. C'est pas mal fait, ça manque un peu d'expression. C'est un peu lisse, mais c'est réaliste. On peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle, le tout est de savoir bien l'utiliser. Vous croyez que je peux être aussi belle que ça, à mon âge, avec l'intelligence artificielle? Rajeunir des acteurs, le cinéma l'a déjà fait. Robert De Niro, Will Smith et même Harrison Ford dans le dernier Indiana Jones. Avec l'IA, les comédiens pourraient même devenir immortels. En 2016, pour Star Wars, Disney redonne vie à Peter Cushing, mort 22 ans plus tôt. Illusion plus vraie que nature, qui pourrait toutefois cacher certaines dérives. Si on est capable de créer un double d'un acteur, peut-être qu'on pourrait créer un acteur de toute pièce, sans forcément rémunérer qui que ce soit. Et on peut imaginer demain potentiellement la même chose sur l'écriture, les auteurs, les scénaristes. Des inquiétudes qui ont valu l'an dernier la plus longue grève de l'histoire d'Hollywood. L'IA divise le monde du cinéma, mais Tom Hanks, lui, est enthousiaste à certaines conditions. C'est un outil formidable pour aider les réalisateurs à dire ce qu'ils ont à dire. La différence sera, je crois, dans la moralité et le message que veut faire passer chaque réalisateur. Grâce à l'intelligence artificielle, le film a été tourné plus vite, à moindre coût. Encore faut-il que cette technologie reste au service d'une histoire et n'enlève rien aux émotions que procure le cinéma. Plaisir. Tu peux rester toute la nuit ici. Voilà.
Voilà, chacun se fera son avis. Fin de ce journal, merci infiniment de votre fidélité. Tout de suite la météo, Sébastien Thomas qui nous annonce de la douceur. À 20h, Sonia Kironi avec toujours Anne-Sophie Lapix en direct de Washington pour une édition spéciale. Nous, on se quitte avec ces images, une exposition à couper le souffle, Pixel au Grand Palais, ça se passe à Paris, qui mêle art et art numérique. Une expérience inédite. Passez une belle journée, à demain 13h. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.